comment le design et l'aérodynamisme d'une voiture électrique optimisent sa consommation et donc son autonomie. C'est la question qu'on a posée à deux pointures de Citroën. L'un est chef de produit, l'autre est responsable design. Et vous allez voir, parfois, tout se joue dans le moindre détail. On a avec nous deux beaux invités qui nous viennent tout droit de Citroën. Donc je commence par Kate Mouilleron. Vous êtes responsable du design de la C5 Aircross, c'est ça? Ok. Bienvenue sur le plateau de Survolté. Et j'ai Sébastien Moreau également, chef de produit Citroën, c'est ça? Ça fait. Bonsoir. Ok. Bonsoir. Et donc ce soir, alors on a un petit peu teasé l'émission tout à l'heure avec Greg quand on en parlait. On parle souvent d'autonomie, de consommation sur une voiture électrique. Alors on en parle peut-être plus parce que c'est un peu le chiffre qui est mis en avant, notamment l'autonomie, alors que sur la voiture thermique, on parlait un petit peu plus de consommation. Et les designers et les ingénieurs ont plein d'idées pour réduire la consommation, donc augmenter l'autonomie. L'idée, c'est qu'on va discuter avec vous de produits Citroën, mais pas que. On peut parler de tout un tas de design, d'astuces, d'ingénieurs pour augmenter l'autonomie d'une voiture électrique. Mais bref, tout ça pour dire que, eh bien, pendant une petite heure, on va être ensemble. Des questions, on en a plein avec JB, hein, puisqu'en plus, on est des geeks de la technique. JB adore le design, pardon. Donc on a plein de questions à vous poser. Est-ce que j'ai tout dit, JB? Mais il me semble que, en tout cas, l'essentiel est là. Très bien. Et ben, on peut commencer si ça vous dit. Allons-y. Des questions. Est-ce que déjà, peut-être, voulez-vous présenter un petit peu ce que vous faites, chacun vos rôles respectifs? Oui. Moi, je suis design project manager chez Citroën, dans l'équipe de design. Ok. Et ça consiste en quoi quand on est un peu néophyte? Je travaille avec tout service qui touche le design et je suis responsable d'une silhouette, donc une voiture en particulier, de A à Z du projet. Ok. Donc, dès la conception jusqu'à la mise en vente. Et du coup, ça met longtemps, j'imagine. On parle en années ou on parle en... Oui, on parle en années. Ok. Donc, on a plusieurs projets à la fois. Ok, on s'ennuie pas alors. Non, pas du tout. Ok, ça marche. Sébastien? Sébastien, donc je suis responsable de produits dans l'équipe produits Citroën. Ok. J'ai un rôle un peu transversal, je m'occupe un peu sur tous les projets, de tout ce qui est couleur et matière, animation série spéciale. Et là, en ce moment, je renforce le chef de projet marque de C5 Aircross qui a pas pu être là ce soir, parce que il y a de multiples activités liées au lancement et on n'est pas trop de deux pour s'en occuper. Vous ennuyez pas non plus du coup. Et donc si on peut résumer, vous êtes un peu la partie design et un peu la partie technique ce soir, la caution technique sur l'aérodynamisme. Ok, ça marche. Pour savoir à qui on pose les cols ou pas. Enfin, il n'y aura pas de colle en vrai. Ce sera que des questions sympas. JB, vas-y, je te laisse commencer par la question que tu as toujours rêvé de poser à un designer ou un chef de projet de produits automobiles. C'est vrai que donc là, la grande actualité de Citroën, c'est le lancement du C5 Aircross, donc qui est un SUV familial qui pour la fois est disponible en électrique. Et il y a eu des gros travaux sur l'aérodynamisme en fait de cette voiture pour gagner en autonomie sans toucher à la batterie. Ma question justement, c'est est-ce qu'un SUV aérodynamique, qu'est-ce qu'on fait pour rendre un SUV le plus aérodynamique possible? En design, surtout, on savait dès le début du projet qu'il fallait que C5 Aircross soit un SUV aérodynamique. Donc, l'aérodynamique était un sujet principal dès le début du projet. Donc, ça nous a permis de travailler les proportions, de travailler les lignes de style. On savait qu'on pourrait prolonger l'empattement, par exemple, pour avoir une silhouette plus affinée et des lignes plus dynamiques, plus lisses. Et on pourrait travailler la surface et le langage formel pour que ça soit plus aérodynamique. Donc, c'était vraiment en tête dès le début du projet. Et donc, pour nos spectateurs, l'empattement, c'est la distance entre les roues avant et arrière. Et ce qui permet aussi un grand empattement, en général, c'est pour un bon habitacle. Ouais, en fait, on voulait que ça parle de l'espace intérieur dès la première impression, la première impression de les proportions et la silhouette. Pardon. Et ce C5 Aircross, on voulait donner l'importance du rang 2. Donc, vu que c'est un aéro SUV familial, on a beaucoup de place entre devant les genoux pour le deuxième row. Et donc, quand on parle d'aérodynamique, en général, on parle de CX, de coefficient aérodynamique, de coefficient de traînée. Est-ce qu'on pourrait faire un petit débrief rapide, encore une fois, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça? Qu'est-ce que c'est le CX et comment est-ce qu'on travaillait ça? Et quel lien avec la Citroën dans laquelle j'étais quand j'étais enfant? Là, je complète la question. Le CX, c'est le coefficient de traînée.
Donc en fait, c'est un peu la capacité d'un objet à plus ou moins résister à l'air quand il va se déplacer. Ça se mesure soit physiquement dans une soufflerie, où on envoie des flux d'air sur un véhicule qui repose sur un chariot, et en fait c'est la force qu'il faut en fonction de l'air qui arrive sur le véhicule qui est posé sur le chariot, on mesure la force résultante, et c'est ça qui donne à la fin le résultat CX, qui peut être entre 0,05, ça c'est le meilleur CX du monde, c'est une goutte d'eau, c'est la forme parfaite en fait, et puis 1,4 qui est un cube, quoi, enfin, une brique, où ça marche pas du tout. Donc ça c'est pour le CX. Ce qui est intéressant de savoir, c'est aussi que des véhicules de formes très différentes peuvent avoir le même CX, et ce qui va aussi donner la caractéristique importante pour la consommation et donc pour l'autonomie, on va y venir après, c'est le produit SCX, S étant la surface frontale de l'objet que vous prenez. D'accord. Par exemple, si on prend le cas d'un SUV, il peut avoir un très bon CX, par exemple, qui serait identique à une berline, mais le fait que sa surface frontale est un peu plus grande parce qu'il est un peu plus haut, il est un peu plus volumique, on va forcément être un peu moins bon en performance aérodynamique qu'un véhicule qui est collé au sol, très posé. Il y a une question qui est pas mal. Pourquoi ne partiez-vous pas sur une forme de goutte d'eau pour le design du véhicule ? Alors là, on va... Quelles sont les contraintes qui empêchent de faire une goutte d'eau pour un design ? C'est pas toujours dans notre tendance de faire une goutte d'eau. C'est vrai que ça serait une base de départ. On sait qu'aujourd'hui, le RO-SUV, c'est vraiment la tendance. Donc, C5 Acros, par exemple, on l'a dessiné pour que ça soit aéro-efficiente et attractive dans la de famille de la gamme Citroën. Ok. Et donc justement pour cette conception, on imagine que la partie développement par ordinateur, ce qu'on appelle la CAO, prend de plus en plus de place. On voulait savoir, est-ce que vous utilisez quand même des maquettes ? Vous parliez tout à l'heure de la soufflerie justement. Est-ce qu'une maquette physique de la voiture reste encore nécessaire dans le développement d'une voiture en 2025 ? Ça reste nécessaire pour juger les volumes. Nous, on utilise beaucoup le 3D. On utilise la conception en 3D dès le début du projet jusqu'à la fin. Côté Citroën, on utilise beaucoup moins de maquettes physiques grâce à les casques réalité virtuelle. D'accord. Mais la maquette physique, ça reste toujours un bon repère pour juger des volumes. D'accord. En personne. Ok. Par exemple, vous pourriez donner un chiffre de combien de maquettes sont faites sur la durée de vie du développement de la voiture ? Ça varie avec le projet parce que pour un projet où on commence de zéro en termes de package, en termes d'avance de phase, on peut faire 2 ou 3 maquettes. Pour un projet où on refait un C5 Acros, par exemple, on connaît déjà le volume d'un C5 et on peut faire moins de maquettes et plus de 3D. Okay. Une question qui est pas mal et je l'envoie. On pense souvent CX pour l'autonomie, la conso, mais rarement diamètre des jantes et des roues. Pourquoi plus une roue est grande et pourquoi elle consomme plus apparemment ? Donc ça, et ça fait le lien aussi avec une question que je voulais poser. C'est à partir de quelle vitesse l'aérodynamique devient-elle le facteur principal de la conso ? Est-ce qu'il y a peut-être un lien aussi avec la taille des jantes à basse vitesse, par exemple ? Il y a un lien un peu avec tout, et j'ai oublié de répondre à ta question aussi tout à l'heure du CX. Ah oui, de la CX. Et de l'ACX. Ouais. Évidemment, l'ACX, elle s'appelle CX parce que pour ce projet, la marque et le design de l'époque avaient fait très attention au CX pour avoir une bonne performance, d'où le nom CX. Il y avait des X sur toutes les voitures parce que c'était technologique, hein, c'est le X de l'école. C'est vrai ? Ah ouais. Ah wow. D'accord. Le côté techno. D'accord. Avec le X, donc BX, AX, CX, etc. D'accord. Sur les namings. Et par contre, ce qui est cocasse, c'est que le CX de la CX, il était de 0,36, qui était bien à l'époque, mais le CX de notre nouveau C5 Aircross, il est de 0,28. Bah voilà. Donc pour un véhicule que on intuite comme un SUV peut-être moins performant, moins intéressant qu'une voiture de l'époque, on voit que les progrès de la technique et du style et des choses qu'on peut aussi peut-être maintenant emboutir mieux qu'à l'époque, etc., pour avoir aussi plus d'astuces sur les côtés, sur l'avant avec des déflecteurs et autres, permettent de faire des choses aujourd'hui sur des véhicules plus gros, mais avec des meilleurs aérodynamismes que des véhicules de l'époque. Et même le SCX est meilleur, par exemple, sur le C5 Aircross que la CX. Je l'ai pas trouvé parce que ça se mesurait pas à l'époque. Ah ouais, ok. Intéressant, ok. Je reprends la question du coup. La question c'était donc les jantes, quel impact des jantes et des roues sur la conso, et à partir de quelle vitesse, à peu près, je sais pas s'il y a vraiment, l'aérodynamique devient-elle le principal de la conso versus le poids ? Vas-y. Tout d'abord,
l'aérodynamisme est calculé sur l'ensemble et pas que les jantes. On ne peut pas dire que les jantes, ils ont un seul facteur sur le résultat. Nous, on travaille les jantes qui sont très complexes à dessiner aujourd'hui suite à le passage en électrique parce qu'on a un besoin qui soit très, très ouvert pour laisser le plus d'air possible pour les freins, les disques de frein. Il faut qu'il soit refermé pour que l'air passe devant et pas dans la jante pour l'air en question. Et il faut qu'il soit attractif. Donc, ils sont très complexes, mais chacun de nos jantes, ils ont un bon aéroefficience pour ces 5 ans. Ok. Par exemple, est-ce qu'il y a des gens dont leur métier c'est de dessiner des jantes? Oui. Okay. On a une équipe pour. Ok. C'est sympa ça. Bah ouais. Ça donne envie à JB. Mais l'idée aussi, c'est parce que, par exemple, est-ce qu'une voiture urbaine, par exemple, je pense à la Citroën Ami sans permis, à la Citroën C3. Est-ce que c'est nécessaire d'aller aussi loin dans le travail aérodynamique qu'une grande voiture comme le C5 Aircross? Parce que on peut dire que jusqu'à environ 70 km, c'est le poids qui fait la conso ou l'autonomie, et c'est au-dessus que au fur et à mesure où on augmente de vitesse, l'aérodynamisme prend de plus en plus d'importance, que ce soit sur le bruit ou sur la consommation. Ouais. Okay. Parce que c'est vrai que l'aérodynamisme, on pense beaucoup consommation, autonomie, mais en termes de qualité de vie aussi, les gens à l'intérieur de la voiture, est-ce que l'aérodynamisme permet d'avoir par exemple un meilleur silence à bord ou un meilleur confort? Oui. Par exemple en tenue de cap aussi peut-être? Est-ce qu'une voiture sera plus aérodynamique, prendra moins le vent? Ça peut, après une voiture trop aérodynamique, elle peut aussi plus se soulever. C'est pour ça que les véhicules de course sont des béquets. Ok. Pour la porte, parce que c'est un autre élément qui permet après de tenir la voiture. Ok. Donc, oui. Et pour la réponse de savoir pourquoi la jante, plus elle est grande, plus elle consomme, c'est vrai ou pas? À taille de pneu équivalent, enfin à largeur de pneu équivalent, est-ce qu'un 20 pouces va consommer plus qu'un 18 pouces ou... C'est une très bonne question. C'est une bonne question. À laquelle je n'ai pas spécialement la réponse. Les pneus font beaucoup. Ouais, les pneus font la perfo, beaucoup en effet sur la taille. Sur la perfo conso. La largeur des pneus joue aussi sur l'aérodynamisme. Plus c'est large, moins c'est bon. Par contre, après, sur des véhicules de type SUV, on est obligé de mettre aussi des pneus un peu plus larges. Parce que, et pour exactement la même réponse que je disais juste avant, c'est que si on met des pneus trop fins et des jantes trop petites, la voiture tient pas la route après. Et on a quand même une exigence de confort, et donc c'est tout ce type de choses qui est fait en projet pour déterminer le bon diamètre, la bonne largeur, qui va permettre à la fois d'avoir le meilleur aérodynamisme possible et donc la meilleure conso, mais également les prestations qui vont derrière. Ouais. Et ça, on l'a vu derrière Tesla quand ils ont restylé la Model 3, ils ont pas changé les jantes, ils ont juste changé les pneus, mais même pas la taille des pneus, juste la gomme. La gomme, voilà. Ouais. Et ça leur a permis de gratter, je sais plus combien de kilomètres d'autonomie sur, en effet. Ouais. C'est ça. Mais là, justement, on voit à l'écran, donc la jante, c'est quoi? C'est du 20 pouces? Oui. C'est ça. 20 pouces, ouais. Et donc, on voit des inserts en plastique, c'est ça? C'est quelque chose qui se répand en ce moment sur les jantes? Oui, mais en particulier pour cette jante, il fallait que ça soit très ouvert pour laisser le plus d'air possible pour le refroidissement. D'accord. Donc, on a mis des inserts, mais qui nous permettent aussi d'avoir un jante très plat pour l'aérodynamique. Okay. Donc, c'est un bel exemple de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et je tiens à souligner aussi pour les lecteurs, les viewers qui seraient intéressés par le sujet, il y a Automobile Propre, nos confrères qui ont fait un super test il y a des mois. C'est Sofiane, je crois, sur les différentes tailles de pneus, sur la conso, etc. Et c'était super intéressant. Et en effet, c'était surtout la taille la largeur des pneus qui avait une incidence sur la conso, plus que la taille des jantes en elle-même, le diamètre. Et oui. Et il y a un autre sujet dont on parle beaucoup sur le profil de la voiture. C'est les rétroviseurs, et notamment le rétroviseur caméra. Ouais. On en voit sur tous les concept cars, ont pas des glaces, ont juste des petites caméras. On en voit très très peu sur les voitures de série. Est-ce qu'une rétro caméra, ça permet de gagner énormément en autonomie? Est-ce que c'est juste pour le style? Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas sur la Citroën, par exemple? Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que oui, ça te fera forcément gagner. Parce qu'on n'a pas deux choses qui sont hors tout de la voiture et qui prennent l'air seuls. Et par contre, à l'opposé, notamment pour un véhicule électrique, quand on dit rétroviseur caméra, on dit qu'il faut rajouter 2 écrans. Les écrans, faut les alimenter aussi. Pour qu'ils s'allument tout le temps et qu'ils fournissent les images. Et donc, une partie du gain qu'on a sur l'autonomie, l'efficience, on va le perdre en devant alimenter en énergie ces caméras. J'ai pas du tout le ratio. Je veux dire si ça gagne ou ça gagne pas. Et après, pourquoi on n'en a pas là chez Citroën, sur le C5 Aircross, c'est aussi une question de positionnement du produit. Aujourd'hui, c'est surtout les marques premium qui l'embarquent de série. C'est quelque chose aujourd'hui coûte encore très cher à faire. Après, c'est comme un peu toutes les innovations. Ça finit par descendre du premium au mainstream
l'industrie Upper, puis ça se démocratise quand on trouve des matériaux un peu moins chers, que la technique s'est démocratisée. Aujourd'hui, c'était pas le but de mettre ça sur C5 Aircross parce qu'on souhaitait proposer une gamme de tarifs raisonnable et un positionnement assez intéressant sur le marché. Pour la petite histoire, mon cousin qui est ingénieur faisait les rétrocaméras des camions, mais alors pas les Mercedes, les autres, je me souviens plus quelle, c'est une marque Volvo. française, enfin un sous-traitant français. Et il m'expliquait qu'en effet le gain de conso ou d'autonomie était pas énorme, peut-être 2 ou 3% sur autoroute grand max, mais c'était surtout le gain financier parce que les routiers ils pétaient leur rétro ou les bus pétaient leur rétro et c'était un surcoût énorme et eux c'est ça qu'ils voyaient, c'est sur 15 ans. Bah en fait ils changeaient pas le rétro parce qu'il n'était pas cassé, parce qu'il était tout petit et ils avaient un meilleur vue aussi, enfin pas d'angle mort, surtout sur les poids lourds. Une petite anecdote sur ça. Si vas-y, avec plaisir. Parce qu'avant je travaillais sur Berlingo, Berlingo partenaire le C-Van, et en conception on a choisi de pas avoir le répétiteur de rétro sur le rétro, mais sur l'aile, parce que justement les gens cassaient beaucoup les rétros, et donc plus le rétro est simple et embarque peu de techno, plus moins il est onéreux à changer. Ça avait fait des gros débats où on nous disait il y a une pièce en moins quand même si vous l'intégrez là, puis c'est pas si cher, c'est plus joli. On a dit non, c'est fonctionnel. C'est un véhicule utilitaire, c'est fonctionnel. Les gens s'en servent pour travailler. C'est vrai que les véhicules des artisans, quand tu les vois, ils sont souvent un peu dégommés, quoi. Ils ont une vie pas simple. Et pour la petite anecdote encore, on continue. Ce week-end, je passais une formation pour un permis moto et le formateur m'expliquait que les véhicules les plus, ceux qui ont le plus d'amendes, je sais plus comment dire, c'était les artisans avant les livreurs, et que en effet, pour eux, le temps c'est de l'argent, ils taffent, ils ont pas le temps, ils roulent vite, et du coup, en effet, souvent, tu vois les utilitaires blancs un peu dégommés, quoi. Enfin, ils en font moins gaffe peut-être qu'un particulier qui a sa voiture. Bref, c'est un autre débat. J'avais une question qui était pas mal là, tac, je l'envoie. Pourquoi garder des lignes de voitures thermiques qui ne sont pas adaptées aux véhicules électriques? N'est-il pas temps, de renverser les codes? Et on avait une question qui était liée à ça, c'était quelle différence, je sais plus où elle est cette question, si c'est ça, quelles sont les différences majeures entre l'optimisation aérodynamique d'un véhicule thermique et celle d'un véhicule électrique? Sur quoi on peut travailler sur une voiture électrique par exemple? Aujourd'hui, pour répondre à cette question-là, sur pourquoi garder des lignes de véhicules thermiques. Si on prend l'exemple du véhicule sur lequel on est venu aussi un peu parler, le C5 Aircross, c'est que c'est à la fois un véhicule électrique et un véhicule thermique, parce qu'on a la possibilité d'avoir 4 motorisations, on a un hybride léger, on a un plug-in hybride et on a 2 autonomies électriques. Et à l'export, on a aussi un pur thermique, un essence boîte auto. Et ça, c'est un choix stratégique de l'entreprise d'avoir conçu des plateformes multi-énergie qui nous permettent justement d'atteindre tous les marchés avec des véhicules uniques. Cependant, on est obligé de partager les designs, et donc là où par exemple sur un véhicule purement électrique qui serait sur une plateforme électrique unique, on pourrait avoir un capot plus court par exemple, ou ce genre de choses, ça on n'a pas, mais ça fait partie du choix qui est fait de rendre aussi accessible aux gens qui pourraient pas se payer un électrique encore, ou qui sont pas prêts à la transition énergétique parce que leur usage est pas encore adapté à un switch thermique, de proposer ce véhicule à tout le monde. Et c'était intéressant là-dessus, pardon. Oui. Et donc très concrètement, pour reprendre l'exemple du C5 Aircross, entre C5 Aircross hybride et un C5 Aircross électrique, est-ce qu'il y a des modifications de carrosserie? Est-ce que vous avez travaillé des choses pour rendre la version plus aérodynamique? Déjà, est-ce que c'est possible que la voiture aérodynamique soit plus aérodynamique qu'une thermique équivalente? Comment est-ce qu'on fait pour travailler ces éléments particuliers? C5 Aircross a été dessiné pour les 2 motorisations, mais ils ont 2 faces avant, effectivement. La version électrique n'a plus qu'allant, donc on la place clairement dans le monde électrique pour la version électrique. Il y a également les jantes différentes selon la motorisation. D'accord. Donc ça, c'est les 2 points clés visuels pour un client. Et est-ce que peut-être on a les CX des versions hybrides et électriques, peut-être prendre plus concrètement les gains? On reste dans le même monde, mais on est sur un gain de 0,0 quelque chose sur le CX et 0,03 ou 4 sur le SCX. Sachant que quand on fait 0,1, pardon, si on gagne 0,1 sur le SCX, on gagne environ 30 km sur autoroute. Donc on gagne, si on doit schématiser, on charge une station plus loin. Donc on peut avoir l'impression que c'est des gains qui sont faibles, mais en vérité, en termes de bénéfice station client, ça se transforme en 30 km de gains. Et c'est d'ailleurs l'écart qu'on a, 30 km de gains, c'est si on avait utilisé la forme exacte de l'ancien C5 Aircross et qu'on l'avait électrifié, on aurait cet écart de 0,1 et donc c'est 30 km d'écart. C'est intéressant.
ce chiffre, c'est très parlant, quoi. Là. Oui, et c'est pas négligeable en plus. Ouais. Et j'allais dire la différence de conso du coup entre l'électrique et le thermique qui est positif pour l'électrique, c'est surtout la calandre, c'est ça qui permet de dévier le flux d'air. Principalement la face avant, plus fermée, qui a été redessinée spécifiquement pour que le flux d'air soit vraiment optimisé au maximum. Mais tout le design de ces 5 Acros a été dessiné avec l'aérodynamique en tête. Donc chaque partie de la voiture contribue à le gain aéro. Et ce que je voulais dire, c'est que quand on avait testé R5 électrique, il y avait il y avait certains essayeurs qui se sont dit mais celle-là vous la sortez en thermique, mais c'est fantastique, faites-le et tout. Et le chef de produit direct a dit non les gars, c'est impossible. Il manque, je sais plus, je crois que c'était 20 ou 30 cm dans la baie moteur. Ils peuvent pas mettre un moteur, alors sauf s'ils arrivent à miniaturiser encore plus. C'est le choix de techno de la plateforme. Là c'était un choix en effet de plateforme. Ils sont contraints en mode non, on va pas faire. Donc ils ont fait sauter cette contrainte. Et en effet, ils avaient moins de contraintes sur le design en se disant il y a pas besoin de mettre un moteur thermique. Donc c'était intéressant aussi. Vas-y. Mais on peut peut-être du coup élargir. Est-ce que l'avènement des voitures électriques, est-ce que ça va faire évoluer? Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles formes de voitures qu'on connaît pas actuellement? Est-ce que on peut avoir, par exemple, est-ce que les SUV qu'on les connaît, est-ce qu'ils évolueront? Est-ce qu'ils seront plus bas? Est-ce plus effilés? C'est quoi les perspectives en gros du design automobile? Tout d'abord, ça, on peut pas dévoiler les secrets. J'aurais essayé. On a des belles projets encore, mais nous, on peut pas tout dire, mais on travaille sur les styles du futur des SUV ou des véhicules électriques, mais on travaille aussi avec les clients. On fait des tests cliniques où on demande ce que le client veut par la suite et les tendances sont travaillées dans le studio aussi. Donc c'est un ensemble. Je ne sais pas si tu peux rajouter. En tout cas, on l'a fait pour le C5 Acros aussi, écouter nos clients au fur et à mesure du développement, du choix de concept jusqu'à vraiment le tout dernier. Même on en a refait un juste avant la commercialisation. Là, on fait des tests cliniques pour savoir si on va dans la bonne direction et pour essayer d'écouter nos clients au départ sur qu'est-ce qu'ils pouvaient reprocher au C5 Acros actuel et qu'est-ce qui leur manque pour faire un meilleur véhicule. Ça, on l'a écouté. Il y avait, Kate en a parlé au départ, l'augmentation de l'empattement qui était un vrai enjeu pour avoir plus de confort en place arrière, le volume de coffre qui était important, etc. On a refait toute une partie de la voiture en milieu de projet parce que le résultat du test n'était pas convaincant sur ce point-là et on a refait un test ensuite. Et là, il y a eu vraiment une mise en œuvre de toute l'entreprise, de toutes les personnes du projet, de la technique pour vraiment accélérer et permettre de refaire des éléments afin d'atteindre les attentes des clients. Ça, c'est vraiment très très important pour nous. Concrètement, les retours étaient portés sur quoi? Il y a eu quelques critiques sur comment était comprise la voiture de manière extérieure, quelques critiques sur l'intérieur, sur de la perception qui ont pu être réglées là. La notion de perception d'espace qui peut dépendre par exemple des couleurs et matières qu'on met à l'intérieur de la voiture. Donc on a travaillé pour vraiment donner l'objet le plus proche des attentes des clients. Et au niveau de design, on est dans une période de transition où on est très habitué à voir les voitures avec si on prend la face avant comme exemple, avec un grand calandre, avec un style qui est connu. Et on arrive avec une voiture électrique avec un calandre fermé, budget Citroën, et ça peut être étonnant. Donc on travaille avec les retours de nos clients, mais en essayant de garder le ADN du style. Bon. Moi j'avais une question, je sais pas si on l'avait prévu, mais c'est pas une colle. C'est une voiture thermique, quand elle est sur un pont, quand on regarde en dessous, c'est un peu le foutoir. Alors même si maintenant c'est de plus en plus lisse et tout. Quand on met sur le pont une voiture électrique, c'est tout lisse avec la batterie qui est en dessous. Du coup ça c'est plutôt un avantage en termes d'aérodynamisme ou ça permet de gagner encore de grappiller un peu de... Le flux d'air n'est pas contraint en fait, c'est ça, il glisse. Il surfe? Oui. Ok. C'est tout ça. l'idée. Et je me suis toujours demandé qui regarde ça. C'est nous. Alors, sachez que l'une des vidéos qui a cartonné sur YouTube, alors qui n'est pas de nous, c'est Max D qui a mis sur le pont une R5 et une Alpine à 290 pour regarder comment le dessous était différent entre les deux, entre la version sportive Alpine et la version R5 classique. Et donc il y a 2-3 trucs, c'est pas une grande révolution, mais la vidéo a cartonné. Les gens veulent voir ce qu'il y a sous leur voiture, parce que finalement c'est un endroit que tu regardes jamais, quoi. Donc voilà. Mais par contre, on a quelque chose qui était intéressant, c'est quand tu parlais de ces tests cliniques où les clients viennent donner leur avis sur une voiture en cours de développement. Il y a évidemment pas que le design qui rentre en compte. Il y a toute la partie ingénierie, la partie des normes aussi. Est-ce que au cours du développement, il y a des
bataille entre guillemets où les designers vont vouloir imposer une forme que l'ingénierie va pas vouloir? Comment est-ce qu'on arrive à trouver des décisions? On travaille main en main avec les ingénieurs. C'est pas un service contre un autre. Et c'est ça la beauté de C5 Across, c'est que dès le début, vu les contraintes Aero qu'on a transformées en challenge, on travaille main en main, et beaucoup avec les ingénieurs. Après, j'ai une anecdote sur C5, c'est les feux arrière qui sont en volume. Pour qu'on ait le meilleur aéro, il fallait que la partie haute de la voiture soit très, très étroite et la partie bas très massive. Et ça nous a donné un triangle. Et nous, on a dessiné les feux arrière pour qu'ils soient en volume et pour que la signature lumineuse soit étire le regard vers l'extérieur de la voiture. Et en ingénierie, ça c'était du jamais vu. Donc c'était un moment où il fallait vraiment beaucoup travailler ensemble, aéro, ingénierie et style pour arriver à avoir les feux comme ils sont aujourd'hui. D'accord. J'ai une question. Oui. Je suis désolé, c'est pas design, mais c'est un peu technique, donc je me suis dit peut-être si on vous a, c'est le bon moment. Oh, t'as cassé. Tout va bien. C'est bon. Je n'ai pas cassé. J'aimerais bien savoir s'ils ont prévu du LFP effectivement pour les batteries. Est-ce que c'est un sujet qu'on peut aborder très rapidement? Est-ce que vous avez l'info? Est-ce que c'est pas les infos? Ok. Au cas où, je balançais l'info parce que je vois que ça parlait batterie, ça papotait dans les commentaires, donc je me suis dit, allez, c'est pas grave. Hein. Bon voilà. Mais par exemple, est-ce qu'il y a cet élément, c'est quelque chose qui est arrivé à la série? Est-ce que vous, enfin l'un des deux, il y a un élément qui n'a pas pu aboutir que vous aurez quand même bien aimé voir? Est-ce qu'il y a une bataille perdue entre guillemets sur le design à un moment? Je dirais que non. Je pense que dès le premier sketch, parce qu'on commence en 2D à faire des sketchs de design, les feux arrière, ça aurait pu être quelque chose où on se dit c'est joli, mais est-ce qu'on va arriver de le faire en production? Mais on a vraiment travaillé avec tous les services ensemble pour que ça soit en production et on est très fiers. Mais non, ça aurait pu être un élément de design perdu. Voilà. Merci les ingénieurs. Les ingénieurs. Et puis écoutez, non mais après ce qui est intéressant aussi quand on voit les concept cars, à chaque fois il y a beaucoup d'idées. Par exemple, on peut même avoir des nouveaux matériaux sur les carrosseries, sur la façon dont plier la tôle, etc. Est-ce qu'on peut aussi dépasser sur une voiture de série avec toutes les contraintes associées? Est-ce qu'on peut dépasser le simple acier aluminium qu'on a sur les voitures de grande série? Est-ce qu'on peut imaginer par exemple une ture spécifique? On peut parler de l'intérieur. Et on a utilisé pour l'intérieur de la voiture un matériau avec du sarment de vigne intégré dans le plastique pour qu'on utilise une matière recyclée. Donc c'est les sarments de vigne d'un vineyard en Bourgogne, intégré dans le plastique qui rend le plastique attractif, sustainable, recyclé et recyclable. Ok. Là on parle plus sur le coût environnemental d'une voiture d'aimant. Ouais. Je ne bouge plus. Mais le choix de matière sur ces 5 Across, c'était on avait tout ce qui était chrome. Il y a quasiment pas de chrome sur l'extérieur ni l'intérieur, à part les pièces qui sont reconduites de notre véhicule. Mais non, ça c'était un vrai choix par exemple. On est sorti du cuir aussi. Oui. Ouais, d'accord. Posé même sur les versions haut de gamme, c'est un TEP avec un toucher qui ressemble à un cuir Napa, à s'y méprendre. Okay. On avait fait des tests voilà. pour savoir s'ils arrivaient à faire la différence. Les clients, et ça a été plutôt plébiscité, voire même plus apprécié que le cuir, parce que ça c'est aussi c'est quelque chose qui environnementalement est assez polluant, surtout pour des cuirs premium, parce que ça demande un coût d'élever des vaches dans des conditions particulières, etc. Où il n'y a pas de barbelés autour. C'est très c'est pas forcément de la réutilisation d'un déchet, parce qu'on pourrait aussi intuiter ça que bah oui, mais tant qu'on entre guillemets qu'on tue des vaches pour manger, on le réutilise, ça fait du cuir, mais en fait c'est pas forcément les mêmes vaches et les mêmes choses. Donc c'est important aussi de sortir de ça et de proposer autre chose. Ouais, c'est intéressant parce que c'est exactement l'exemple d'une marque du même groupe. D'accord. Donc vous, le cuir, c'est non dans une démarche environnementale, parce que c'est vrai que moins d'énergie aussi, c'est bien d'avoir une voiture aérodynamique pour moins consommer d'énergie, mais c'est vrai que sur le cycle de vie, c'est intéressant. Vous avez aussi des analyses de cycle de vie, par exemple? Est-ce que vous avez des démarches pour rendre une voiture la plus propre possible? Ouais, il y a des analyses, il y a des objectifs. Enfin, on a même des objectifs sourcés de quel est le pourcentage de matériaux recyclés, recyclables sur les matières, sur les aciers. Et après, c'est aussi très très normé. L'Union européenne encadre beaucoup ça. Donc le côté recyclable, c'est plus c'est 85 ou 90%. De toute façon, c'est une exigence européenne. Donc parfois c'est mis en avant plus ou moins par différents constructeurs, mais en fait c'est imposé. Ok.
Ok. Et dès qu'on peut choisir quelque chose qui a du sens, genre recyclable et recyclé, fermer cette boucle de Vertueuse. vertueuse, voilà, on le fait. On essaie de mettre ça en valeur. Ok. J'ai une question par rapport aux réglementations, je viens d'y penser, c'est les réglementations pour la sécurité routière, et notamment qui sont différentes entre l'Europe, la Chine et les États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous contraint en termes de design pour que la voiture soit le plus sûre possible et respecte les normes surtout? Il y a forcément des contraintes. Ouais. Il y a des contraintes sur les dimensions, notamment aussi sur les renforts de choc, etc. Et c'est par exemple une des choses qui faisait que le concept e-légende de Peugeot, on peut pas le faire en vrai. Ah, c'est vrai, ok, parce que à chaque fois on en parle à la rédac. Les quoi, pardon? Non, mais elle fait rêver cette voiture. Ouais, c'est les designers de l'équipe qui l'ont fait, quoi. Et en fait, on a plein de problèmes de sécurité qui font qu'on pourrait pas refaire des voitures parfois iconiques du passé. Okay. Ça tranche les piétons, c'est dommage. Un peu comme le Tesla Cybertruck, hein. On a coupé des carottes, on l'a loué au CES cette année en janvier, on a fait une vidéo, on a coupé des carottes en fermant le coffre à l'avant, quoi, parce que c'est tellement le truc qui était, c'est un couteau, quoi. Voilà. J'ai un commentaire que je vais envoyer. Quand un break électrique, please. Alors là, on va pas poser la question pour vous Citroën, parce que j'imagine les plans produits sont un peu cachés. Alors sauf si vous avez des choses à nous dire, hein, on est à l'écoute. Mais c'est plus une question un peu plus globale qu'on avait prévue. C'était est-ce que les SUV peuvent être aérodynamiques? Alors je pose la question parce qu'on imagine qu'un break est davantage aérodynamique puisqu'il est plus bas, il est un peu plus long, etc. Peut-être plus effilé. Est-ce que les SUV sont en danger de mort avec en effet toute cette en effet la consommation qui est de plus en plus mise en avant, l'autonomie qui est un critère très important sur les voitures électriques. Est-ce qu'est-ce que vous pensez du break versus SUV? Aujourd'hui, je pense que le SUV il a aussi beaucoup de succès. C'est pas il y a une grosse proportion de style. Les gens aiment ces proportions qui, je pense, sont parmi les proportions les plus entre guillemets agréables à regarder d'un point de vue purement esthétique. Mais après, il y a autre chose. Je pense qu'il y a aussi la position de conduite qui est très très appréciée par la plupart des clients et qui font que pour la plupart ils sont passés du break au SUV. Est-ce que ça reviendra? Le design et tendances sont cycliques. C'est pas impossible que ça revienne. Mais c'est vrai, autant le design c'est en effet un peu, il peut y avoir un effet de mode, autant la position de conduite en effet. Si t'es dans une Alpha couché comme dans un karting et en effet là dans le C5 Aircross, j'ai pas testé mais j'imagine t'es beaucoup plus assis. En effet t'as du mal à revenir en arrière après, plus tu vieillis, plus moins t'as envie d'être allongé dans ta voiture. Donc ça, cet argument il va pas vieillir, quoi. Enfin. En effet. Et vu qu'on écoute les clients, on prend les questions en note. Oui, tout à fait. Ah ouais, mais des breaks. Moi, je rêve d'un break aussi. Un beau break. Chaque marque devrait avoir un break électrique. Un beau break. Mais oui, en fait, l'idée, c'est que même si la voiture est la plus aérodynamique du monde, si les clients ne l'achèteront pas, vous n'allez pas la faire. Faut quand même gagner de l'argent au bout d'un moment. Mais écoute. Ouais, c'est bon pour toi. Attends, je crois que j'en avais une qui, j'aimais bien cette question. C'était laquelle? Je l'ai vue tout à l'heure. Je crois qu'on l'a un peu posée, mais je sais pas si on l'a posée de cette manière. Est-ce que l'avènement des voitures électriques va donner des nouvelles formes aux voitures? On en a un petit peu discuté. En gros, on reste un peu dans le design traditionnel, en le faisant évoluer. On a peut-être un peu moins de contraintes que le thermique, c'est ça. Donc, mais on va pas non plus révolutionner les choses. Enfin, on l'a vu, le Cybertruck, par exemple, c'est un flop. Parce que là, on peut dire que c'est genre une révolution du design, mais ça marche pas du tout commercialement. Mais du coup, est-ce que, en tant que designer ou marque un peu, établie, historique, vous pouvez prendre des risques un peu comme ça? Alors, pas jusqu'à aller à un truc vraiment révolutionnaire, mais quelque chose qui sortit un peu de l'ordinaire. Ce qui est belle avec l'histoire de Citroën, c'est que on a toujours su faire des choses disruptives et étonnantes. Donc, watch this space. Zing. Et puis en termes de design particulier et novateur et qui a été repris ensuite, il y a Ami. Ouais. Le fait qu'elle soit électrique a permis ce design en fait. Quelque part. Pour le coup, ça c'est révolutionnaire. C'est quand on le voit passer, ça ne ressemble pas du tout à une production du passé ou c'est vraiment novateur, quoi. On peut peut-être juste poser la question est-ce qu'il y a des parties de conception que vous externalisez ou est-ce que une voiture Citroën ou peu importe dans l'industrie automobile, est-ce qu'une voiture est développée de A à Z ou est-ce qu'il y a certaines parties de développement, de tests que vous externalisez? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Ça peut arriver d'externaliser, soit des bureaux d'études, mais qui sont après dans nos locaux. Pour la plupart, sur une partie, on essaye de garder de plus en plus les choses en propre. D'ailleurs, on est en train même de réindustrialiser des choses en propre. Si on prend l'exemple de C5 Aircross, on fait les pare-chocs en interne. D'accord. C'est que des équipements qui traditionnellement sont achetés et ramenés en ligne de manière synchrone, là, on les fait
dans l'usine et D'accord. ils arrivent directement, Ok. directement en Ok. ligne. Donc, L'usine de Rennes, parce que dans faut... l'usine de Rennes, Rennes, puisqu'on oui. est Made in c'est France, ça. c'est important de le rappeler. Ce qui permet d'avoir aussi le bonus écologique, j'imagine. Pour ce chose aussi, c'est intéressant pour les clients. Il y a une question aussi qui est intéressante, c'est, alors on va pas revenir sur le logiciel de la IC3, fait en Inde, etc., où il y a eu des problématiques au début. Est-ce que sur C5, il y a eu une évolution par rapport au développement, aux boîtes de développement utilisées? On n'est pas du tout sur on n'est pas sur le même développement ni les mêmes softs. Ok. Et là, on était autant là où sur C3, on était plus en rupture avec une idée de développer carrément une architecture électronique complètement nouvelle. Là, on est en programme. Donc, on partage notre architecture électronique avec les autres véhicules du programme, donc 3008, Grandland. Ok. Et donc, sur les softs, on pite aussi de lancer un peu plus tard. On a la maturité plus avancée. C'est l'avantage, entre guillemets, de sortir un peu après les autres. Ok. Et une autre question aussi du chat. Toi et ton équipe de designers, tu utilises l'IA, l'IA générative, d'une façon ou d'une autre, dans ton processus créatif? C'est une bonne question. On utilise l'IA pour multiples raisons, mais pas pour dessiner les voitures. D'accord. Ça peut être un outil d'inspiration, mais on reste sur un processus classique où l'IA, ça peut nous aider à voilà, comme source d'inspiration, mais ça remplace pas un designer, par exemple. D'accord. Ouais, mais par exemple, qu'est-ce que l'IA pourrait t'apporter dans la conception même par exemple une forme ou un matériau, une couleur? À quel moment tu vas l'utiliser? Par exemple, en début de projet, on pourrait avoir un thème, la voiture électrique, SUV, familiale, et utiliser le mot-clé comme environnement, famille, confort. Et ça pourrait nous aider à s'inspirer sur l'ambiance qu'on veut dessiner avec, ou un choix de couleur ou de thème de couleur. Je sais pas si tu peux... Le style, c'est chez toi. Non, mais si, oui, ça peut servir à pas mal de choses, à faire des thèmes d'inspiration, de collaboration. On peut demander à l'IA, par exemple, sur un véhicule existant, et si on voulait faire une collab avec une autre marque, et on peut jeter plusieurs autres marques, et puis peut nous jeter des idées de série spéciale qui pourraient nous donner des idées d'approcher ou pas des marques pour venir avec nous. D'accord. Par exemple, ça se démocratise aussi. Ça devient un outil comme un autre, mais ça reste un outil et ça remplace pas un métier. Un outil parmi d'autres. Ok. Il y avait une vidéo intéressante de Toyota, je crois que c'était il y a 2 ans, qui montrait un peu comment ils essayaient d'intégrer l'IA, et notamment sur l'aérodynamisme. Et alors, en effet, ils montraient que parfois ça leur sortait des formes. T'es en mode, je peux pas m'asseoir dans la voiture, en fait, sinon ma tête elle dépasse du pare-brise. Mais qu'en effet, ça pouvait donner une idée en mode, ah tiens, oui, pourquoi pas. Mais bon, j'imagine, on va pas révolutionner le style. Comme on a vu, les voitures se ressemblent quand même assez. Enfin, voilà, c'est pas un carré ou un rond, c'est toutes plus ou moins la même forme. Mais en effet, c'est intéressant. Et ça peut nous aider de sortir du cadre, comme tu dis. Imaginez dessiner un siège d'une autre façon, vu qu'on connaît les contraintes et les formes qui sont classiques. Oui, ça peut nous aider à sortir du cadre classique. Ok. Et tu parlais de sketch, donc les sketchs aussi, dans le jargon, c'est les dessins. Est-ce qu'on utilise par exemple encore le BIC? Est-ce qu'on peut encore faire des dessins? Ouais. Tout le temps. Ah, c'est vrai? Oui. Ok. Les designers, ils sont tout le temps en train de faire les croquis, les sketchs. D'accord. Du début de la conception jusqu'à la fin. Parce que ça peut nous aider à trouver des raccourcis, des façons d'améliorer un partie de la voiture qui est compliquée. Donc la tablette graphique n'a pas non plus remplacé le stylo BIC? Non. Ok. C'est toujours intéressant. Ouais. Il faut savoir, les créatifs et les designers, on est toujours en train de réfléchir à comment améliorer une forme. Mais même l'iPad, parce que Apple, ils font tellement de pubs pour le pencil, t'as l'impression que tous les créas, ils sont avec l'iPad. Non, la bonne vieille feuille et le stylo, ça reste quelque chose qui marche mieux, quoi, ou plus naturel. Oui, mais ça existe aussi les designers qui ont complètement lâché la vie, qui travaillent que en digital, mais tous les jours on voit les designers avec un BIC dans le studio. C'est intéressant aussi, ça rejoint aussi l'idée de la maquette reste encore intéressante. L'objet physique, même en 2025, reste crucial dans le fait de dessiner et développer une voiture. Trop bien. Mais c'est main en main avec la casque virtuelle aussi, ça devient de plus en plus courant.
d'utiliser le casque pour nos revues de design et ça n'existait pas il y a quelques années. Donc, excellent. Trop bien. Bah, voilà. Ça change tous les jours. Complète. Bah merci. Est-ce que j'y vais? T'as d'autres questions? Bah moi je suis comblé. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres points que vous vouliez aborder ou des questions que vous êtes frustrés qu'on vous ait pas posées? Non. Ok. Bah, J'ai resté un peu sur cette histoire dessous la voiture. Ouais. Mais c'est comme Apple. Hein. Apple, on démonte les ordinateurs. À l'intérieur, c'est magnifique. Pourtant, personne ne démonte les ordinateurs, sauf une personne sur 1000. Ouais. Mais ça, c'est quand on l'achète, on sait qu'à l'intérieur, c'est beau. On le verra jamais, mais on sait que c'est beau. Et ça peut faire la différence. Eh bien, merci beaucoup d'être passé. Merci tous les deux. Donc, je rappelle, Kate Muron, vous vous occupez responsable du design de la C5 Aircross et Sébastien Moreau, chef de produit Citroën. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à nos nombreuses questions.